J'ai gardé le silence pendant que mon mari vivait avec sa maîtresse et avait 4 fils. Quand l'un est tombé malade, ayant besoin d'une transfusion sanguine, le médecin a demandé « Votre femme ne vous l'a pas dit ?» Il a écumé à la bouche et s'est effondré. Saviez-vous ? Vous me dites que vous connaissiez la vérité depuis 24 ans et que vous avez gardé le silence ? Mon mari, assis sur le carrelage blanc de la clinique de l'hôpital, m'a regardé avec des yeux injectés de sang. Jusqu'à il y a quelques instants, il croyait fermement que le petit garçon allongé là, sous perfusion, était son propre sang. À cause de la femme qui a donné naissance à ces 4 enfants, j'ai été chassé de ma propre chambre principale. Au lieu de m'asseoir à la table du dîner de Thanksgiving, j'ai été forcé de rester debout devant l'évier à manger des restes froids. Et j'ai passé 24 ans à les entendre me traiter de femme stérile. Mais une seule phrase du médecin a tout bouleversé. Le médecin avait dit « Vos dossiers médicaux montrent que vous êtes stérile et incapable d'avoir des enfants depuis très longtemps. Ne le saviez-vous pas ? Votre femme doit déjà le savoir. Mais à moins qu'il n'y ait un père biologique différent, ce groupe sanguin est impossible. » Même à ce moment où mon mari a attrapé l'arrière de son cou et a trébuché, je n'ai pas versé une seule larme. J'étais la seule personne dans cette clinique dont le cœur n'était pas ébranlé. La vérité était qu'aucun de ces 4 enfants ne se ressemblait. L'aîné, le second, le troisième et le plus jeune au terrain de jeu du quartier. Il y avait toujours des hommes différents et inconnus qui regardaient tendrement l'un de ces enfants avant de disparaître. J'avais deviné la raison depuis très longtemps. À partir de maintenant, je vais vous raconter depuis le tout début pourquoi je suis restée silencieuse pendant 24 ans et pourquoi les pères des enfants que cette femme a mis au monde sont tous des hommes différents. Avant de plonger dans l'histoire, faites-moi une faveur et appuyez sur le bouton « J'aime ». J'espère que vous passez tous une excellente journée. L'histoire commence maintenant. Il était 6 heures du matin ce jour-là aussi. J'ai épousé mon mari, Arthur, à l'âge de 25 ans, et nous avons vécu dans la même maison pendant exactement 24 ans. J'ai maintenant 49 ans. Pendant la majeure partie de ce long temps, j'ai vécu comme la première personne à se réveiller dans l'obscurité. Préparer le café et commencer le petit déjeuner avant que mon mari n'ouvre les yeux et balayer le porche avant que ma belle-mère ne se réveille. Commencer la journée comme ça était mon devoir. Mais faire le petit déjeuner n'était pas la seule chose que je faisais pendant ces matins précoces. J'écrivais des dates. Je notais les jours exacts où de l'argent était retiré de notre compte courant joint et les jours où il quittait la maison sans un mot. J'avais tranquillement tout noté dans un petit carnet depuis très longtemps. Les gens pensaient que j'étais juste une femme stupide endurant tout en silence. Mais je n'endurais pas seulement. J'attendais. Au moment où j'aurais hâtivement prononcé le mot divorce, j'aurais été celle qui aurait été mise à la porte de cette maison les mains vides. Si je partais sans rien montrer des 24 années que je leur avais consacrées, ce serait une bataille perdue d'avance. Alors, j'ai décidé de ne pas me précipiter. J'ai recueilli des preuves de sa chute, les empilant soigneusement dans mes mains, et j'ai décidé de garder le mot divorce jusqu'au jour où je pourrais partir sans perdre une seule chose. Ce matin-là, avant même que je n'aie débarrassé la table du petit déjeuner, le téléphone portable de mon mari a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, a soudainement sauté de son siège et s'est précipité au salon. La voix d'un homme qui ne m'avait même pas regardé un instant auparavant est devenue visiblement douce dès qu'il a répondu au téléphone. « Oui, je pars tout de suite. »« Les enfants vont bien ? Les as-tu nourris ?» En écoutant cette voix derrière mon dos, j'ai brièvement arrêté là maintenant le torchon. Des enfants ? Il n'y avait pas d'enfants dans cette maison. J'étais la femme qui n'avait pas réussi à avoir d'enfants pendant 24 ans, et ma belle-mère me grondait tous les jours à cause de cela. Alors, à qui mon mari parlait-il ? Et de quels enfants s'informait-il avec tant d'affection ? Arthur a rapidement attrapé son manteau et a quitté la maison. Je suis restée près de la porte et j'ai regardé son dos pendant longtemps. Étrangement, mon cœur ne s'est pas emballé et mes mains n'ont pas tremblé. Je savais déjà. Je savais depuis longtemps que mon mari avait un autre foyer et qu'il y avait des enfants dans cette maison. Quelques jours plus tard, j'ai vu ce quartier de mes propres yeux pour la première fois. Assise sur un banc de terrain de jeu, j'ai regardé de loin ces enfants jouer, et c'était vraiment étrange. Aucun des 4 enfants ne se ressemblait.
L'aîné avait de grands yeux et de profondes doubles paupières. Le second avait des cheveux exceptionnellement bouclés. Le troisième avait une peau pâle. Et le plus jeune avait un nez très fin. Et autour de ces enfants, différents hommes apparaissaient et disparaissaient tour à tour. C'est alors qu'une question glaçante m'a traversé l'esprit pour la première fois. Se pourrait-il que ces 4 enfants soient en fait nés d'hommes entièrement différents? Si vous n'écoutez que jusqu'ici, vous pourriez penser que c'est un cliché courant. Le mari trompe, a des enfants en dehors du mariage, et la femme est trop stupide pour le savoir. Mais mon histoire n'est pas si simple. Je savais tout sur la femme de mon mari et les enfants dans cette maison. Et je les ai juste tranquillement observés pendant plus de 20 ans. J'ai fait cela parce que j'avais un secret que je n'avais jamais dit à personne. Aussi, ce soir-là, un message texte est apparu sur le téléphone portable qu'Arthur avait laissé sur le comptoir. Le nom de l'expéditeur n'était pas cette femme. C'était le nom d'un homme étrange que je n'avais jamais vu auparavant. Le nom d'un étranger. J'ai tranquillement copié ce nom sur la toute dernière page de mon carnet. Je ne savais pas encore ce que ce nom signifiait, mais j'avais la prémonition qu'il deviendrait une clé importante un jour. Thanksgiving approchait à grands pas. Pendant les vacances, cette maison était toujours pleine de parents, et plus il y avait de monde, plus les mots de ma belle-mère devenaient durs. Ce Thanksgiving-là, je me suis réveillée à 4 heures du matin pour farcir la dinde, glacer le jambon et cuire les tartes. Chaque plat sur la table des fêtes est passé par mes mains. Après la prière, toute la famille s'est réunie autour de la grande table à manger formelle. La sœur aînée d'Arthur m'a demandé nonchalamment s'il y avait de bonnes nouvelles, notant depuis combien de temps nous étions mariés. Avant que je ne puisse répondre, ma belle-mère a interrompu comme si elle avait attendu ce moment. Bonne nouvelle. Cette femme est complètement stérile. Mon pauvre Arthur. Cela me brise le cœur de le voir bloqué avec une branche morte. La pièce est instantanément devenue silencieuse. Les parents ont tous tourné leurs yeux vers moi. J'ai baissé la tête. Mon visage brûlait, mais étrangement, aucune larme n'est tombée. Ce n'était pas la première fois que j'entendais de tels mots, mais ce jour ne s'est pas terminé là. La famille a pris place à la grande table, mais il n'y avait pas de chaise pour moi. Ma belle-mère m'a regardé avec fureur et a dit, « Ne pense même pas à te serrer ici. Va manger dans la cuisine. » Cela fait mauvaise impression d'avoir une femme stérile assise en plein milieu de la table des fêtes avec tous ses invités. Elle m'a ordonné de poser un récipient en plastique ébréché sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, il y avait quelques cuillerées froides de légumes restants et une motte de purée de pommes de terre dure retirée de la table principale. En regardant le récipient placé dans le coin comme une gamelle de chien, je n'ai toujours pas élevé la voix. Je me suis juste accroupie tranquillement devant et j'ai pris ma cuillère. Mais au moment où j'allais prendre une bouchée, ma belle-mère a marché et a donné un coup de pied au bord du récipient en plastique. Le bol a basculé et la sauce s'est répandue sur tout le sol de la cuisine. Quel gâchis de nourriture! Mieux vaut la jeter que de la donner à une femme qui ne peut même pas me donner de petits-enfants. Elle a ramassé le récipient, l'a apporté à l'évier et a jeté la nourriture restante directement dans le broyeur à déchets. Le bruit du moteur de broyage a résonné bruyamment dans la cuisine. Puis elle a jeté le récipient vide à mes pieds. Il a roulé sur le sol. Je l'ai ramassé, toujours insatisfaite, ma belle-mère a attrapé les cordons de mon tablier par derrière et a tiré fort. « Pourquoi prends-tu de la place dans la cuisine ? Je dois débarrasser les plats des invités. Va manger sur la terrasse arrière. Tu nous fais honte devant toute la famille. » Elle a poussé mon dos, me poussant vers l'arrière-cour. Depuis la salle à manger, l'une des tantes a offert un rire gêné et a marmonné qu'il était dommage que la belle-fille fasse tout le travail et ne puisse même pas avoir un repas correct. Mais personne ne m'a rappelé à l'intérieur. Tenant le récipient en plastique vide, je me suis assise seule sur les marches froides en béton du patio. Alors que le vent d'automne soufflait, j'ai gravé ces 3 scènes dans mon cœur, jurant de ne jamais les oublier, le bol posé sur le sol, ma nourriture jetée à la poubelle, et mon dos poussé vers la porte. Je me suis promis de me souvenir clairement de ce jour. Les longues vacances ont pris fin, et les invités sont partis un par un.
Quand les lumières se sont éteintes et que la maison est enfin devenue silencieuse, mon mari est tombé dans la chambre complètement ivre. Me regardant avec un visage rouge et rougi, il s'est laissé tomber sur le lit et a élevé la voix. Je n'ai même pas pu lever la tête aujourd'hui à cause de l'embarras. D'autres hommes ont 3 ou 4 enfants. Alors pourquoi cette maison est-elle un tel désordre? Tout est de ta faute. À cause de toi, je suis le seul homme de ma famille sans enfant pour perpétuer le nom. En entendant ces mots, j'ai dû réprimer un rire. Car dans cette pièce, j'étais la seule personne à connaître la vérité sur la cause de la fin de la lignée. Mais je n'ai pas ouvert la bouche cette nuit-là non plus. Une fois que mon mari a commencé à ronfler et est tombé profondément endormi, je me suis levée tranquillement. J'ai soigneusement sorti une enveloppe en papier craft usé cachée profondément sous les couvertures d'hiver dans le tiroir du bas de la commode. C'était une enveloppe jaunie aux bords effilochés. Elle contenait une seule feuille de papier sur laquelle j'étais tombée accidentellement avant même que nous nous mariions. Et c'était un objet que je n'avais montré à personne pendant 24 ans. Cette enveloppe était destinée à être révélée un jour, pas à être cachée pour toujours. Pour expliquer ce qu'il y avait dans cette enveloppe, je dois remonter le temps, bien avant que je n'épouse cette famille. J'ai grandi comme fille unique dans un foyer en difficulté. Mon père est décédé tôt et ma mère célibataire m'a élevée en louant une petite propriété commerciale au centre-ville. Ce bâtiment était tout pour nous. Juste avant mon mariage, ma mère m'a assise tranquillement, m'a tendu les titres de propriété et m'a parlé. Éléanore, j'ai consacré toute ma vie à protéger ce bâtiment. Quand je mourrai, garde-le strictement à ton nom. Même après ton mariage, ne le cède jamais à personne d'autre. Une femme doit toujours avoir un plan de secours sur lequel s'appuyer quand les choses tournent mal. Puis ma mère a glissé une vieille bague en or de son doigt et l'a placée fermement dans ma paume. C'était la lourde bague en or qu'elle portait tous les jours depuis son mariage avec son nom complet gravé à l'intérieur. Je te la transmets. Chaque fois que tu auras des difficultés, regarde-la et pense à moi. Ne la vends jamais. J'ai rangé cette bague en toute sécurité au fond de ma boîte à bijoux, à côté d'une photo de ma mère. Je n'avais aucune idée à l'époque à quel point cette vieille bague en or allait finir par me transpercer le cœur. Je n'ai pas entièrement compris le poids de ses paroles à ce moment-là, mais j'ai fait exactement ce qu'elle avait demandé, en veillant à ce que seul mon nom reste sur l'acte de propriété du bâtiment. Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé que ces conseils sont devenus le dernier filet de sécurité qui m'a sauvé la vie. Quelques mois avant le mariage, Arthur ne se sentait pas bien et a fait des tests dans un grand hôpital. Le jour où les résultats sont sortis, il a eu un problème de travail urgent et n'a pas pu y aller, alors je suis allée chercher les dossiers médicaux à sa place. Une infirmière m'a tendu une enveloppe. Je n'étais pas censée l'ouvrir, mais pour une raison quelconque, debout dans un coin tranquille du couloir de l'hôpital, je l'ai soigneusement déchirée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Après avoir lu une seule ligne sur cette page, mes jambes se sont dérobées et j'ai dû m'appuyer contre le mur, restant là, stupéfaite, pendant longtemps. Ce jour-là, j'ai appris une vérité sur mon mari qu'il ne connaissait même pas lui-même. J'ai remis le papier dans l'enveloppe, l'ai fourré au fond de mon sac à main et ne le lui ai pas donné. Ce soir-là, ignorant tout, mon mari m'a regardé avec son sourire timide habituel. Quand nous serons mariés, ayons un fils et une fille et vivons une vie amusante. J'aimerais une fille. Une fille qui te ressemble, Éléanore. Au moment où j'ai entendu cela, j'ai décidé de garder le silence. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à briser son sourire à ce moment-là. Et ainsi, abritant un énorme secret dans mon cœur, je suis devenue sa femme. Les premières années de mariage ont été vraiment heureuses. Lorsque son entreprise d'impression commerciale a eu de lourdes dettes, j'ai même contracté une deuxième hypothèque sur le bâtiment que ma mère m'avait laissé pour sauver son entreprise. L'entreprise d'impression florissante dont il se vante aujourd'hui a en fait été construite sur les fondations de mon héritage familial. Cependant, au fil des ans, mon mari n'a jamais mentionné ce fait. Au lieu de cela, il se pavanait en agissant comme un homme autodidacte qui avait tout construit de ses propres mains. Le vrai problème était les enfants. Une année est passée, puis 2, et je ne suis toujours pas tombée enceinte. Honnêtement, je connaissais déjà la raison.
Cette seule ligne que j'avais lue dans le couloir de l'hôpital pesait tranquillement sur ma poitrine chaque mois. Mais ni mon mari ni ma belle-mère n'en avaient la moindre idée. Peu après notre mariage, lorsque la grossesse ne se produisait pas, j'ai très délicatement suggéré que le problème pourrait venir de lui. Savez-vous ce que ma belle-mère a dit ? Elle a crié que son Arthur était parfaitement sain et m'a accusé d'oser calomnier son précieux fils, menaçant de faire mes valises et de me renvoyer directement chez ma mère. J'ai réalisé alors. Peu importe ce que je disais dans cette maison, il ne me croirait jamais. La vérité ne serait jamais acceptée venant de ma bouche. Alors à partir de ce jour, j'ai durci ma résolution. J'ai complètement cessé d'espérer quoi que ce soit de cette famille. Au lieu de cela, j'ai décidé de regarder et j'ai décidé d'enregistrer. Je documenterai chaque instant sur papier pour voir exactement jusqu'où ces gens iraient, entièrement aveugles à la vérité. Quelques jours après l'appel de mon amie Jessica, j'ai finalement pris une décision. J'allais voir de mes propres yeux l'endroit où mon mari était si impatient de se précipiter. J'ai tranquillement enfilé ma veste, j'ai mis la vieille enveloppe en papier craft et mon petit carnet dans mon sac à main usé et je l'ai suivi de loin. Mais en me tenant devant cet immeuble d'appartement, j'ai vu quelqu'un d'autre à la place de mon mari. C'était l'étranger dont le nom était apparu sur le téléphone d'Arthur. L'endroit où je l'ai suivi était un quartier résidentiel tranquille à environ 30 minutes de bus de notre maison. Arthur s'est arrêté devant un vieil immeuble en briques et a marché avec assurance jusqu'au 2e étage. Quand il a sonné à la porte, une jeune femme a ouvert la porte et l'a accueilli avec éclat. Juste derrière elle, une bande d'enfants est sortie en courant. Papa est là. Les enfants se sont accrochés à ses jambes. Avec l'expression la plus heureuse du monde, il a soulevé le plus jeune en l'air. C'était un visage que je n'avais jamais vu dans notre maison. La femme était Chloé, et il y avait 4 enfants. Étrangement, je n'ai pas pleuré. J'avais juste l'impression de confirmer enfin une scène à laquelle j'avais préparé mon cœur depuis longtemps. Mais une chose était extrêmement étrange. Arthur portait plusieurs sacs d'épicerie massifs dans ses mains. Il avait même des sacs de grands magasins haut de gamme suspendus à ses bras. L'homme qui se plaignait du coup quand j'achetais un sac d'épinards bon marché au marché local transportait plus de sacs que ses 2 mains ne pouvaient emporter pour cette maison. Quelques jours plus tard, je suis tombée directement sur Chloé près de l'épicerie de ce quartier. Me reconnaissant, elle n'a pas du tout semblé paniquer. Au lieu de cela, elle s'est avancée hardiment vers moi et a fait un geste de sa main devant mon visage. À son doigt se trouvait une épaisse bague en or. Tu vois ça ? Il me l'a acheté. Il a dit que c'était de l'or massif. Tu n'as jamais reçu quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, pourquoi quelqu'un voudrait-il acheter de belles choses pour une femme qui ne peut même pas avoir d'enfant ? Chloé a délibérément agité la main portant la bague juste devant mon visage. À cet instant, j'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. J'avais aperçu brièvement 3 initiales gravées en lettres anciennes à l'intérieur de cette bague en or. C'était le nom de ma mère. Cette nuit-là, avec des mains tremblantes, j'ai cherché profondément dans ma boîte à bijoux. La bague en or que j'avais soigneusement rangée à côté de la photo de ma mère avait disparu. À un moment donné, mon mari l'avait secrètement prise, l'avait fait fondre et l'avait refaite pour la mettre au doigt de sa maîtresse. Il avait utilisé le souvenir que ma défunte mère avait porté toute sa vie, celui qu'elle m'avait explicitement supplié de ne jamais vendre. J'ai pleuré silencieusement pendant longtemps cette nuit-là. Je pouvais supporter la trahison de mon mari et l'argent qui s'écoulait de nos comptes. Mais faire fondre la chaleur finale de ma mère pour décorer la main de cette femme était quelque chose que je ne pouvais absolument pas pardonner. Cependant, j'ai vite essuyé mes larmes. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit exactement une ligne à côté de cette date, je récupérerai absolument la bague en or de ma mère. À partir de ce jour, mon attente a pris une résolution de faire complètement différente. Quelques jours plus tard, j'ai découvert une vérité encore plus choquante. Ma belle-mère connaissait déjà les enfants. Je l'ai vue assise sur un banc au terrain de jeu près de leur appartement, tenant le plus jeune sur ses genoux, frappant des mains et souriant de toutes ses dents. Oh, mes doux bébés, vous êtes les précieux qui porteront notre lignée familiale. La femme qui me grondait tous les jours à la maison, m'appelant une femme inutile et stérile, était ici en train de câliner ses enfants,
les appelant ses vrais petits-enfants. Cette famille avait depuis longtemps formé une toute nouvelle unité entre eux, m'excluant complètement. Mais en regardant ces enfants, mes soupçons antérieurs se sont solidifiés en une certitude absolue. Les 4 enfants ne se ressemblaient en rien, et les hommes étranges apparaissant au terrain de jeu n'étaient pas une seule personne. Un jour, un homme grand et maigre est venu chercher l'aîné, et un autre jour, un homme corpulent d'âge moyen a longuement regardé le 3e enfant avant de partir tranquillement. Regarder ces hommes regarder affectueusement un enfant spécifique avant de disparaître me retournait l'estomac. Quand j'ai réalisé que les traits physiques de l'un de ces hommes correspondaient parfaitement à l'étranger dont le nom était apparu sur le téléphone d'Arthur, le bout de mes doigts est devenu froid. Mais je ne me suis pas précipité. Je savais que mon carnet seul ne suffirait pas à assembler tout ce puzzle en une image complète. Puis un jour, une visite inattendue est venue me voir. C'était Brenda, la comptable qui s'occupait des comptes de l'entreprise d'impression d'Arthur depuis des années. Elle a hésité longtemps avant de faire glisser délicatement un épais dossier sur la table vers moi. « Madame, j'y ai longuement réfléchi, et je crois que vous donner ceci est la bonne chose à faire. Le patron a détourné des fonds de l'entreprise vers des comptes privés, et quand j'ai équilibré les grands livres, j'ai réalisé que tout cet argent était généré par des prêts contractés sur le bâtiment commercial de votre famille. J'ai pris le dossier et j'ai demandé tranquillement, « Brenda, si vous me donnez ceci, vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Pourquoi m'apportez-vous cela ?» Brenda a marqué une pause, les yeux larmoyants. « Madame, ne vous souvenez-vous pas ? Il y a quelques années, quand mon père était gravement malade et que j'étais désespérée parce que je ne pouvais pas payer les factures d'hôpital. Vous avez tranquillement glissé une enveloppe d'argent dans ma main et m'avez dit de ne pas m'inquiéter de la rembourser. J'ai su exactement quel genre de personne vous étiez à partir de ce jour. Maintenant, c'est mon tour de rembourser la dette. » Je suis restée sans voix pendant longtemps. Je ne m'attendais sincèrement pas à ce qu'un petit acte de gentillesse que j'avais offert il y a si longtemps me revienne ainsi. Le dossier de Brenda contenait le relevé exact de l'argent que je cherchais désespérément. À peu près à la même époque, j'ai entendu une nouvelle inquiétante. Le 2e enfant de Chloé était apparemment très malade. Le garçon de 8 ans avait de fréquents saignements de nez, des ecchymoses faciles, et son visage était constamment pâle. Cet enfant n'était qu'un garçon de 8 ans qui n'avait absolument rien à voir avec le tissu de mensonges tissé par tous ces adultes. J'ai longuement pensé à son visage pâle cette nuit-là. Je ne savais pas alors que la maladie de l'enfant deviendrait le déclencheur qui révélerait toutes les vérités enfouies depuis 24 ans. Ce fut un soir pas longtemps après. Nous venions de débarrasser la table du dîner quand le téléphone portable de ma belle-mère a sonné bruyamment. Au moment où elle a répondu, son visage est devenu livide. « Quoi ? » Le 2e garçon s'est effondré. « Dans quel hôpital êtes-vous en ce moment ? » « D'accord, je comprends. J'appellerai Arthur immédiatement. » En entendant la conversation, mon mari a couru hors de la maison sans même enfiler correctement ses chaussures. Je l'ai regardé partir une seconde, puis j'ai tranquillement attrapé mon manteau et l'ai suivi. Ma belle-mère m'a attrapé par le bras et a crié « Pourquoi nous suivez-vous ? Cela n'a rien à voir avec vous. » Je n'ai pas répondu à ces mots. Rien à voir avec moi ? Cette situation était plus profondément liée à moi qu'à quiconque au monde. C'est juste que les gens dans cette maison ne le savaient pas encore. La salle d'urgence de l'hôpital était chaotique. Le petit garçon qui se balançait faiblement au terrain de jeu luttait maintenant pour respirer. Son visage était aussi blanc qu'une feuille de papier. Chloé sanglotait en lui tenant la main, et mon mari faisait les 100 pas nerveusement, ne sachant pas quoi faire. Je ne pouvais pas me résoudre à m'approcher, alors je me suis tenue à une courte distance, regardant ce petit visage pendant longtemps. Que avaient les péchés des adultes à voir avec cela ? Pourquoi un enfant de 8 ans devait-il souffrir seul au milieu de tout cela ? Déterminer de quel sang coulait dans les veines de cet enfant ne signifiait absolument rien pour moi à ce moment-là. J'ai simplement prié tranquillement de loin pour que le jeune garçon survive. Un instant plus tard, le médecin traitant est sorti pour expliquer la situation. C'était le docteur Mitchell, un homme plus âgé avec une voix très calme. L'enfant manque sévèrement de sang. Nous devons effectuer des tests détaillés, mais nous devons commencer une transfusion sanguine immédiatement.
Si des membres de la famille sont éligibles pour donner, veuillez venir vous faire tester tout de suite. Avant même que le médecin n'ait fini de parler, mon mari s'est avancé. Retroussant ses manches, il a crié désespérément, « Je le ferai. Je suis le père du garçon. Prenez mon sang et sauvez mon fils. Je vais sauver mon propre enfant. » Les yeux de mon mari étaient pleins de larmes. En le regardant, un frisson froid m'a traversé le cœur. Le voir retrousser ses manches, croyant fermement que c'était son propre enfant, était tragique parce qu'il ne savait absolument rien de son propre corps. Mais même alors, je n'ai pas ouvert la bouche. Très bientôt, la vérité se révélerait sans que j'aie à dire un mot. Le personnel médical a prélevé le sang d'Arthur et l'a envoyé pour analyse. Je me suis assise sur une chaise un peu plus loin, les observant tranquillement. Même au milieu de sa panique face à son enfant malade, Chloé continuait de sortir son téléphone portable, envoyant frénétiquement des SMS à quelqu'un. Chaque fois qu'une réponse arrivait, elle tressaillait, couvrait l'écran de sa main et tapait précipitamment une réponse. À qui diable envoyait-elle ces SMS urgents? J'ai doucement passé mes doigts sur mon sac à main, sentant la vieille enveloppe en papier craft que j'avais portée pendant 24 ans et le nouveau dossier que Brenda m'avait donné. Combien de temps s'était écoulé? Finalement, une infirmière est sortie et a appelé les tuteurs dans la salle de consultation. Arthur et Chloé se sont précipités à l'intérieur, et je les ai tranquillement suivis. Le docteur Mitchell a regardé les résultats des tests pendant longtemps, a ajusté ses lunettes et a ouvert la bouche d'un ton grave. Avant de procéder à la transfusion, il y a une chose que nous devons vérifier. Lors du test de compatibilité, une anomalie est apparue qui contredit la relation familiale que vous avez fournie. Arthur a élevé la voix avec défiance, « De quoi parlez-vous ? Bien sûr, c'est mon enfant. Je vous dis que je suis son père. » Le docteur Mitchell a regardé Arthur un instant avant de parler prudemment. Je ne tire pas de conclusion définitive. Cependant, en se basant strictement sur les résultats actuels des tests, il y a une incohérence entre vous et l'enfant qui ne peut être expliquée médicalement. Pour en être absolument certain, nous devons effectuer d'autres tests et examiner vos dossiers médicaux antérieurs. Un lourd silence est tombé sur la salle de consultation. Le visage d'Arthur est devenu aussi pâle qu'une feuille de papier vierge. Le visage de Chloé a également perdu sa couleur, mais son expression était légèrement différente. Cela ressemblait moins à un choc qu'à la panique pure et simple de quelqu'un dont le secret ultime venait d'être révélé. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand et ma belle-mère s'est précipitée. Voyant le visage pâle de son fils, elle a demandé frénétiquement, « Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde ? Quelque chose est arrivé à mon précieux petit-fils ? » Personne n'a pu lui répondre immédiatement. J'ai réalisé que le moment était enfin venu. J'étais la seule personne dans cette pièce dont le cœur était complètement stable. Alors que le docteur Mitchell se préparait à prononcer ses prochains mots, j'ai tranquillement posé ma main sur la vieille enveloppe dans mon sac à main. Le docteur Mitchell a affiché les dossiers médicaux passés d'Arthur sur son écran d'ordinateur, l'a regardé tranquillement par-dessus ses lunettes, puis a lentement déplacé son regard vers moi, debout à proximité. D'une voix basse mais limpide, il a dit, « En regardant vos dossiers, il semble que vous ayez souffert d'infertilité complète pendant très longtemps. Ne le saviez-vous pas ? Votre femme doit déjà être au courant. » Cette seule phrase a instantanément figé l'air dans la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? Vous avez foiré les tests ? Vous dites que je ne peux pas avoir d'enfants ? J'ai déjà 4 enfants juste devant cette porte. Mon mari a crié, frappant violemment ses paumes sur le bureau du docteur Mitchell. Il a crié jusqu'à ce que sa voix soit rauque, affirmant que les tests étaient truqués, menaçant de changer d'hôpital et de porter plainte. Le docteur Mitchell l'a calmement regardé et a répondu tranquillement, « Monsieur, ce n'est pas seulement le résultat du test d'aujourd'hui. Vous avez le même diagnostic enregistré il y a plus de 2 décennies. » Mon mari a finalement perdu ses mots. Il a été confronté au fait que les tests qu'il exigeait de refaire lui avaient en fait dit la même vérité il y a très longtemps. Ses jambes ont commencé à trembler violemment, et il a finalement dû s'appuyer contre le mur juste pour rester debout. Trébuchant, il a regardé Chloé. « Chloé, de quoi parle ce type ? Ces enfants sont tous les miens, n'est-ce pas ? Dis-lui. Dis-lui qu'ils sont les miens. »
Chloé n'a pas pu dire un seul mot. Évitant ses yeux, elle a baissé la tête, le bout de ses doigts tremblant violemment. Ce silence était sa réponse. Juste à ce moment-là, par la fente de la porte, le fils aîné de Chloé a jeté un coup d'œil, attiré par les cris. Derrière lui, une ombre familière est passée dans le couloir. C'était l'étranger du terrain de jeu, l'homme qui avait acheté des glaces aux enfants. L'homme à qui Chloé avait frénétiquement envoyé des SMS les avait suivis jusqu'à l'hôpital. C'était exactement le même homme dont le nom était apparu sur le téléphone de mon mari. Voyant l'atmosphère chaotique à l'intérieur de la pièce, l'homme a tressailli et s'est rapidement détourné. Le visage de Chloé est devenu livide à cet instant. Ce n'est qu'alors que l'image entière s'est parfaitement mise en place pour moi. Les 4 enfants qui ne se ressemblaient en rien. Les différents hommes qui regardaient affectueusement un seul enfant avant de disparaître. Chloé avait donné naissance à 4 enfants de plusieurs hommes différents et avait trompé Arthur en lui faisant croire qu'ils étaient tous les siens. Puisque mon mari était complètement stérile, aucun de ces 4 enfants n'aurait jamais pu être son enfant biologique. Arthur s'est agrippé à la nuque et a trébuché. Son visage est devenu rouge écarlate, puis mortellement pâle encore et encore jusqu'à ce que ses genoux finissent par céder et qu'il s'effondre sur le sol de la clinique. L'homme qui m'avait acculé pendant 24 ans, me traitant de femme stérile incapable de porter un enfant, s'effondrait complètement en réalisant qu'il en était la seule cause depuis le début. Ma belle-mère m'a attrapé par le bras et a exigé des réponses. « Éléanore, que se passe-t-il ? Quelles sont ces absurdités que dit ce docteur ?» J'ai finalement ouvert la bouche lentement. C'était le moment où j'ai prononcé à voix haute la vérité que j'avais ravalée pendant 24 ans. « Maman, Arthur a été stérile depuis le tout début. Je le savais avant même de me marier dans votre famille. » Assis par terre, mon mari a relevé la tête brusquement, me regardant avec des yeux injectés de sang, il a crié « Tu savais ? Tu me dis que tu savais depuis 24 ans et que tu as gardé le silence ?» J'ai lentement sorti la vieille enveloppe en papier craft de mon sac à main. C'était exactement la même enveloppe que j'avais gardée cachée sous les couvertures d'hiver pendant plus de 2 décennies. Quelques mois avant notre mariage, tu n'as pas pu venir à l'hôpital, alors j'ai récupéré les résultats à ta place. J'ai lu ceci ce jour-là et je ne te l'ai jamais donné. Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru ? Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à briser ton sourire heureux à ce moment-là. Mais Arthur, au fil des ans, ce n'est pas que je ne pouvais pas te le dire. C'est que j'ai choisi de ne pas le faire. Pendant que tu me piétinais pendant des années, j'ai gardé ce simple morceau de papier, attendant le jour où tu te détruirais toi-même. Voyant le chaos se dérouler, Chloé a tranquillement essayé de se faufiler vers la porte. Mais j'ai lancé une phrase calme dans sa direction. « Chloé, je sais tout sur les hommes qui viennent au terrain de jeu. J'ai chaque date enregistrée. Je connais même le nom de l'homme qui se tenait juste devant cette porte et cette bague en or à ton doigt. C'est le souvenir de ma défunte mère. Je vais la récupérer très bientôt. » Les pieds de Chloé se sont figés. Elle a instinctivement attrapé sa main, essayant de cacher la bague en or avec l'autre paume. J'ai tranquillement tourné le dos au chaos absolu. Pendant que les adultes étaient occupés à se détruire les uns les autres, absolument personne ne s'occupait de l'enfant malade allongé dans la salle d'urgence. Je suis sortie directement de la clinique et me suis dirigée vers le service de facturation. Le petit garçon a besoin de commencer un traitement tout de suite, n'est-ce pas ? Je paierai les tests d'urgence et les frais d'hospitalisation d'avance. Mettez-moi comme garant financier. Le greffier a demandé ma relation avec le patient, mais je n'ai pas pris la peine d'expliquer. J'ai simplement écrit mon nom complet clairement sur les formulaires requis. On ne peut pas punir un enfant innocent pour les péchés commis par des adultes. Alors que je finissais de signer et que je me retournais, les cris déchirants de mon mari s'échappaient encore du couloir. Grâce à la garantie financière que j'avais signée au bureau de facturation, l'enfant a reçu sa transfusion sanguine cette nuit-là sans le moindre délai. Quelques jours plus tard, le garçon a lentement commencé à reprendre des forces. Le feu immédiat éteint, je suis retournée chez nous. Pendant des jours, mon mari a erré comme un homme qui avait perdu son âme. Puis un soir, sentant l'alcool, il m'a approché. Le regard dans ses yeux revenait lentement à l'homme sans vergogne qu'il était. « Éléanore,
oublions tout le passé et recommençons. J'ai été complètement bernée par cette femme. Je suis aussi une victime ici. Ne devrions-nous pas au moins protéger notre maison? Nous devons protéger notre foyer. En l'écoutant, j'ai tranquillement posé ma tasse de thé. Tu as dit que nous devrions protéger notre maison. Mais Arthur, sais-tu même à qui appartient réellement cette maison? Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, un homme d'âge moyen en costume élégant est entré. C'était Monsieur Harrison, mon avocat, l'homme que je consultais discrètement depuis quelques années. Et marchant juste derrière lui se trouvait Brenda, la comptable de l'entreprise, portant une pile massive de dossiers. Les yeux de mon mari se sont écarquillés à sa vue. « Brenda, pourquoi es-tu ici? » « Patron, je ne suis plus de votre côté. Je suis de son côté. J'ai entièrement documenté comment vous avez détourné des fonds de l'entreprise et exactement d'où cet argent provenait et j'ai tout donné à Eleanor. » Ma belle-mère est sortie lentement dans le salon et s'est assise. Mon mari a poussé un rire creux et a élevé la voix. « Des preuves? Quelles preuves? Qu'est-ce que tu penses savoir? Tu es resté à la maison à cuisiner pendant 24 ans. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? » J'avais attendu qu'il dise exactement ça. Je suis entrée dans la chambre et je suis ressortie en tenant une vieille boîte en carton à deux mains. Je l'ai posée sur la table du salon et j'ai commencé à en sortir des objets un par un, les empilant haut. C'étaient de vieux carnets, de petits carnets aux couvertures fanées et aux bords usés. Je les ai claqués sur la table 1, 2, 3 à la fois. Plus de 20 carnets empilés comme une tour. Savez-vous ce que c'est? J'ai écrit là-dedans chaque matin pendant 24 ans. Les jours où vous ne rentriez pas à la maison. Les dates exactes où l'argent était retiré de nos comptes courants. Les montants exacts. Les jours où vous visitiez la maison de cette femme, même les descriptions physiques des hommes qui apparaissaient au terrain de jeu. Je n'ai pas manqué un seul jour. J'ai poussé un carnet ouvert vers lui. Les pages étaient densément remplies de dates et de chiffres. Toute la couleur a fui le visage de mon mari. Vous pensiez tous que j'étais juste assise à tout endurer. Non, j'enregistrais. Ces 24 carnets étaient entièrement destinés à aujourd'hui. Monsieur Harrison a tranquillement ouvert sa mallette et a commencé à déposer des documents officiels à côté de la montagne de carnets, des titres de propriété, des accords de prêt commercial et des relevés de virements bancaires. À chaque feuille de papier placée sur la table, le visage de mon mari se déformait davantage. Debout à côté de la table, pour la première fois en 24 ans, j'ai parlé avec une véritable puissance dans ma voix. Arthur, cette maison et ton entreprise d'impression sont entièrement à mon nom. Mon mari a arraché le titre de propriété de la table. Le nom tapé tout en haut sous la section du propriétaire n'était pas le sien. Mon nom était là depuis très longtemps. Monsieur Harrison a calmement expliqué, lorsque vous avez créé l'entreprise d'impression, le capital initial a été entièrement garanti par un prêt commercial contracté sur le bâtiment commercial que Madame Eleanor a hérité de sa mère. Depuis lors, les fonds de fonctionnement de l'entreprise et l'argent utilisé pour acheter cette maison proviennent tous des revenus locatifs de son bâtiment et de ses fonds personnels. De plus, les dates et transactions dans ces carnets correspondent parfaitement au grand livre bancaire sans la moindre divergence. Légalement, la seule propriétaire de tous ces actifs est Madame Eleanor, et l'argent que vous avez détourné de ces actifs doit lui être restitué intégralement. Regardant alternativement la montagne de carnets et les documents légaux, mon mari s'est complètement figé. Alors, vous voulez dire que vous avez passé toutes ces années à écrire tout ça? Je me suis souvenu de ce que ma mère avait dit 24 ans plus tôt quand elle m'avait tendu le titre de propriété et sa bague en or. Ma mère m'avait dit qu'une femme devait toujours avoir un plan de secours sur lequel s'appuyer. J'ai protégé ce plan de secours pendant 24 ans sans jamais le vendre. Même pendant que vous fondiez la bague de ma mère pour la glisser au doigt de cette femme, peu importe à quel point vous me piétiniez, je n'ai jamais lâché ces carnets. Tout ça pour aujourd'hui. Mon mari s'est effondré sur le canapé. Rassemblant ses dernières forces désespérées, il a crié « Je suis toujours ton mari. La moitié de nos biens matrimoniaux m'appartient, monsieur. » Harrison a glissé en douceur une seule feuille de papier devant lui. Ce sont des papiers de divorce.
Nous avons également préparé une action civile pour la restitution des fonds détournés. Avant de discuter du partage des biens, vous devrez d'abord régler cette dette. Voyant ces documents, mon mari est resté absolument sans voix. Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé la nuit sombre. Depuis le jour où tu as commencé à m'appeler une femme stérile, j'avais passé 24 ans à me préparer pour ce moment précis. Mais ce n'était pas la fin. Descendre de l'effondrement de mon mari, la véritable identité de Chloé a commencé à faire surface. Alors que les finances de mon mari étaient auditées, la vérité que Chloé avait cachée a été exposée pièce par pièce. Grâce aux preuves recueillies par M. Harrison et Brenda, nous avons vérifié les faits un par un. Chloé n'avait jamais traité exclusivement avec Arthur. Les hommes du terrain de jeu en étaient la preuve vivante. Chloé avait fréquenté plusieurs hommes simultanément, avait donné naissance à 4 enfants et avait convaincu chaque homme qu'un enfant spécifique était le sien. Elle avait dit à Arthur que les 4 étaient les siens tout en convainquant les autres hommes qu'ils avaient chacun un enfant avec elle. Lorsque M. Harrison a expliqué cela en désignant les documents, même moi je suis restée sans voix un instant. Madame, cette femme n'a pas fait cela qu'à Arthur. Nous avons confirmé au moins 4 hommes différents. Elle a perçu une pension alimentaire de chacun d'eux pendant des années. Cela va au-delà de la simple infidélité. C'est une fraude très calculée et à long terme. Une fois que tout cela a été révélé, Chloé a immédiatement changé d'attitude. Réalisant qu'Arthur était complètement fauché et sur le point de tout perdre, elle n'avait plus aucune raison de s'accrocher à lui. Utilisant les dossiers financiers de Brenda et mes 24 ans de carnet comme preuves irréfutables, M. Harrison a déposé des accusations criminelles officielles contre Chloé. Quelques jours plus tard, elle a été arrêtée pour fraude et falsification de documents légaux. Mais le jour où elle a été emmenée, j'ai été témoin d'une scène que je pouvais à peine supporter. Avec Chloé en garde à vue et Arthur incapable de prendre soin de lui-même, les 4 enfants ont été séparés et envoyés ailleurs. L'aîné a été envoyé chez un parent éloigné et le 3e a été placé en foyer d'accueil. Sans un seul adulte pour leur tenir la main, ils ont été dispersés. Le plus jeune a pleuré sans fin, appelant sa mère, n'ayant aucune idée de ce qui se passait. Au bout des mensonges fabriqués par les adultes, les enfants innocents étaient ceux qui étaient déchirés. En regardant cela, je n'ai ressenti aucun sentiment de victoire, seulement une tristesse persistante et lourde dans ma poitrine. Mon mari a finalement perdu l'entreprise d'impression commerciale, l'entreprise qu'il prétendait si fièrement avoir construite de ses propres mains. Quelque temps plus tard, je suis passé devant le magasin. L'entreprise avait rouvert sous une nouvelle propriété, et Arthur faisait les 100 pas devant la porte d'entrée. L'homme qui était autrefois appelé le patron ne pouvait même plus entrer comme client maintenant, se contentant de regarder à travers la vitre de l'extérieur. Ses épaules vides et affaissées montraient clairement qu'il ne possédait plus rien au monde. Au moment où Arthur a touché le fond, ma belle-mère est venue me voir. La main serrant sa canne tremblait violemment. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle m'a attrapé les mains. Éléanore, j'ai eu tellement tort. Dire que ses enfants étaient le sang de quelqu'un d'autre. Dire que mon Arthur n'a jamais pu avoir d'enfant depuis le début. Cette vieille femme stupide ne savait rien et t'a si maltraité. Mais ensuite, comme si elle me blâmait, elle a rapidement ajouté, « Mais Éléanore, si tu savais tout cela avant même de te marier, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» J'ai regardé tranquillement ses mains sans élever la voix. Je lui ai demandé calmement, « Maman, peu après notre mariage, je t'ai délicatement suggéré que le problème pourrait venir d'Arthur. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit ? Tu m'as accusé de calomnier ton fils et tu as menacé de me mettre à la porte et de me renvoyer chez ma mère. J'ai réalisé alors que peu importe ce que je disais dans votre maison, vous ne me croiriez jamais. » Le visage de ma belle-mère est devenu livide. Il semblait qu'elle se souvenait enfin de ce jour-là aussi. Elle m'a lâché les mains et s'est effondrée sur le sol. « Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu as gardé le silence. C'est nous qui t'avons transformé en ça. » L'aîné qui avait siégé sur le plus haut trône de la maison, me regardant de haut pendant 24 ans, s'effondrait maintenant à mes pieds. Mais je n'ai ressenti aucune joie vindicative dans ce renversement de fortune. Je n'ai jamais voulu piétiner qui que ce soit pour m'élever en premier lieu. Je voulais simplement effacer mon nom des fausses accusations que j'avais portées pendant 24 ans.
Lors du premier Thanksgiving, après que tout fut terminé, je suis passé en voiture devant la vieille maison où Arthur et sa mère vivaient. Autrefois, la cour aurait été pleine de parents, et l'odeur du dîner massif que je commençais à cuisiner à l'aube se serait répandue par-dessus la clôture. Mais ce jour-là, le porche était entièrement vide. Ma belle-mère était assise seule dans le salon sombre, regardant fixement par la fenêtre derrière une table vide. Les petits-enfants qu'elle vénérait et la précieuse nouvelle famille de son fils ne visitaient plus cette maison. Peut-être qu'à ce moment-là, elle se souvenait enfin exactement de qui se réveillait dans l'obscurité pour dresser cette table de fête toute seule. Ce soir-là, Jessica est venue me rendre visite. En me tenant les mains, des larmes ont rempli ses yeux. « Éléanore, comment as-tu survécu à tout cela seule ?» J'ai serré ses mains et j'ai esquissé un léger sourire pour la première fois depuis longtemps. « Jessica, je n'ai pas seulement enduré. J'ai attendu. Il y a une grande différence entre simplement endurer et attendre. Endurer vous tue à l'intérieur, mais attendre vous protège. Pendant 24 ans, je ne me suis pas détruite. Je me suis protégée. Cependant, il me restait encore 2 dernières choses à régler. L'une était le garçon de 8 ans, et l'autre était la bague en or de ma mère. Même après l'arrestation de Chloé, je ne pouvais pas arrêter de penser à cet enfant de 8 ans. Il avait repris quelques forces après la transfusion sanguine, mais sa maladie n'était pas quelque chose qui serait guéri avec un seul traitement. Quand Jessica m'a demandé pourquoi je me donnais tant de mal pour prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre, surtout l'enfant de la maîtresse de mon mari, je lui ai donné une réponse simple, cet enfant ne sait rien. Comment un enfant de 8 ans est-il censé gérer le désordre créé par les adultes ? Si même moi je ferme les yeux, ce garçon n'aura absolument plus aucun adulte dans son monde. J'ai tranquillement commencé à payer ses factures médicales afin qu'il puisse recevoir des soins appropriés à l'hôpital. La garantie financière que j'avais signée aux urgences s'est simplement transformée en un soutien anonyme continu. Je n'ai jamais révélé mon identité. Je me suis contentée de m'assurer discrètement dans l'ombre que ces traitements ne seraient jamais interrompus. À peu près à la même époque, M. Harrison m'a contacté alors qu'il triait les biens confisqués à Chloé. Il m'a dit qu'il y avait une épaisse bague en or parmi les objets qu'elle avait laissés derrière elle. Je me suis précipitée immédiatement et j'ai pris la bague à 2 mains. Elle avait été fondue et sa forme était légèrement altérée, mais le nom complet de ma mère était toujours parfaitement gravé à l'intérieur. Serrant cette bague, j'ai pleuré longtemps. Ce fut le moment où la chaleur finale de ma mère est revenue dans mes mains après 24 ans. Mon divorce d'avec Arthur a été finalisé sans encombre à peu près à la même époque. Les biens étaient déjà légalement les miens, donc il n'y avait pas grand-chose à contester. Le jour où nous avons apposé le dernier tampon sur les papiers de divorce, mon mari m'a posé une dernière question. « Éléanore, ces 24 années n'ont-elles vraiment rien signifié pour toi ? N'as-tu vraiment aucun sentiment persistant ?» J'ai regardé par la fenêtre un instant avant de répondre, « Ce n'est pas que je n'ai pas de bons souvenirs. J'ai vraiment aimé ces premiers jours de notre mariage, quand tu rentrais à la maison avec des pâtisseries chaudes après le travail. Mais Arthur, la personne qui a détruit cet homme bon, ce n'est pas moi. Je choisis simplement enfin de vivre sous mon propre nom. » Mon mari n'a pas pu dire un mot de plus. Et juste comme ça, un mariage de 24 ans s'est terminé tranquillement avec un tampon sur un morceau de papier. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode. En tirant les couvertures d'hiver, la vieille enveloppe jaune en papier craft était toujours là où je l'avais cachée. C'était la même enveloppe que j'avais ouverte dans le couloir de l'hôpital 24 ans plus tôt et la dernière chose que j'avais remise à mon mari à la clinique. Ce morceau de papier n'était plus un secret que je devais protéger. J'ai pris l'enveloppe et je suis allée dans le jardin. Je l'ai jetée dans un vieux brasero en métal, j'ai allumé une allumette et je l'ai soigneusement enflammée, regardant le papier brûler. Je suis restée là longtemps. La lourde vérité qui m'avait écrasée pendant 24 ans se transformait finalement en une poignée de cendres dans les flammes rouges vives. Puis j'ai lentement glissé la bague en or de ma mère à mon doigt. La nuit où j'ai brûlé l'enveloppe et récupéré mon héritage, j'ai pleuré à chaudes larmes pour la première fois. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes chaudes et libératrices de lâcher enfin tout ce que j'avais retenu si longtemps.
Au moment où l'enveloppe n'était plus que cendre, les étoiles dans le ciel nocturne brillaient d'un éclat exceptionnel. En levant les yeux vers ces étoiles, j'ai pensé à ma défunte mère. Grâce à ces paroles selon lesquelles une femme doit toujours avoir un plan de secours, j'ai pu survivre 24 ans et finalement arriver à ce point. Quelques jours plus tard, j'ai accompli une tâche que j'avais remise à plus tard. J'ai parcouru tous mes documents éparpillés et j'ai fièrement écrit mon nom complet sur les comptes bancaires et les titres de propriété. Le nom d'une femme qui n'était plus l'épouse de personne ni la belle-fille de personne a clairement pris sa juste place. J'ai finalement décidé de vivre sous mon propre nom. Il a fallu 24 longues années pour prendre cette décision, mais je crois fermement que ces années n'ont pas été perdues. Les saisons ont changé et le printemps est arrivé. Après que le divorce fut prononcé et que mon mari eut quitté la maison, j'ai emménagé au 2e étage du bâtiment commercial que ma mère m'avait laissé. L'espace qui avait été loué pendant des décennies allait maintenant devenir ma propre maison. C'était une belle pièce avec de grandes fenêtres et beaucoup de lumière du soleil. Le jour du déménagement, après avoir tout déballé, je suis restée assise près de la fenêtre pendant longtemps. Le ciel de l'ouest virait à un rouge éclatant avec le coucher du soleil. Pendant 24 ans, j'ai toujours été la première à me réveiller dans l'obscurité pour commencer la journée de quelqu'un d'autre. Mais ce soir-là, pour la première fois, je n'ai absolument rien fait d'autre que de regarder le soleil se coucher. Cette lumière chaude semblait faire fondre lentement mon cœur, qui avait été gelé pendant 24 ans. La bague en or à mon doigt a capté la lumière du coucher du soleil et a scintillé doucement. J'ai décidé d'ouvrir un petit traiteur et une épicerie fine au rez-de-chaussée du bâtiment. Les compétences culinaires que j'avais perfectionnées en préparant d'innombrables repas pour cette famille pendant 24 ans allaient maintenant être utilisées entièrement pour moi-même. La cuisine que ma belle-mère avait constamment qualifiée d'inutile était maintenant le fondement même de ma subsistance. Au-dessus de la porte du magasin, j'ai accroché une petite enseigne portant mon nom complet. En regardant une enseigne qui ne me désignait pas comme une épouse ou une belle-fille, mais uniquement par mon propre nom, j'ai ressenti un profond et accablant sentiment de fierté pour la première fois depuis des années. Le jour de l'ouverture, Jessica a été la première à arriver. Étonnamment, Brenda la comptable est venue avec elle. La vieille amie qui avait veillé sur moi pendant 24 ans, et l'allié qui m'avait soutenu au moment le plus critique sont devenues les toutes premières clientes de mon magasin. Éléanore, je crois que je suis restée à tes côtés toutes ces années juste pour voir ce moment précis. Tu as enfin l'air de vivre vraiment. Je leur ai tendu une assiette de plats fraîchement préparés et j'ai souri. Merci. Sans vous deux, je serais probablement encore dans cette maison, à me réveiller à l'aube pour préparer son petit déjeuner. Nous trois nous sommes assis ensemble et avons ri aux éclats pour la première fois depuis toujours. Notre rire était si clair et léger qu'il donnait presque l'impression que les 24 années de souffrance silencieuse étaient un lointain souvenir. Depuis, mon ancienne belle-mère me contacte occasionnellement. Arthur a tout perdu et a disparu quelque part, la laissant complètement seule. Je ne la rejette pas entièrement, mais je ne la serre plus aveuglément comme avant. Cependant, pendant les vacances, je prépare un peu de nourriture supplémentaire et je l'envoie tranquillement à sa maison vide. Non pas parce que je la crains ou que je veux la piétiner, mais simplement par simple décence humaine. J'ai également appris que le garçon de 8 ans répond bien au traitement et retrouve lentement la santé. Je garde toujours mon identité secrète, m'assurant tranquillement dans l'ombre que ses soins médicaux se poursuivent sans interruption. Un jour, si ce garçon grandit et apprend toute l'histoire, j'espère qu'il se souviendra qu'il y avait au moins un adulte au monde qui se souciait de lui inconditionnellement. Un soir, après avoir fermé le magasin et être monté à mon appartement, j'ai trempé mes mains dans de l'eau chaude pour la première fois depuis longtemps. C'étaient les mains qui avaient passé 24 ans gercées par l'eau froide, bandées par les coupures de couteau. C'étaient des mains qui avaient tout donné mais qui avaient été traitées comme des ordures. Mais maintenant ces mains travaillent pour moi et cuisinent pour moi. Et à mon doigt était la bague en or de ma mère. J'ai regardé mes mains pendant longtemps et j'ai souri doucement. Avec le recul, j'ai vécu 24 ans à tout endurer. À l'époque, je pensais que c'était une vertu, mais maintenant je sais qu'endurer en silence n'est pas la seule vertu. Parfois, avoir le courage de couper les choses toxiques de votre vie est la véritable vertu. Endurer n'est pas toujours la réponse. Parfois,
Partir est une vraie bravoure. Et ces longues années n'ont certainement pas été perdues. J'espère que mon histoire apportera un petit peu de courage à quiconque traverse une période difficile en ce moment. S'il y a quelqu'un là-bas qui endure actuellement une situation misérable tout seul, se réveillant dans l'obscurité pour commencer la journée de quelqu'un d'autre, je veux vous dire ceci, n'oubliez pas votre propre nom. Et rappelez-vous que le jour viendra sûrement où vous vous réveillerez le matin entièrement pour vous-même.